et qu'il est facile de s'en procurer. Face à ce fléau, la police et la justice avouent leur impuissance, certes. Des opérations spectaculaires sont régulièrement menées, mais à peine décapitées, une nouvelle filière surgit ailleurs. Vous allez voir dans ce reportage signé Nicolas Palais et François Ruchti l'inventivité des trafiquants. Notre équipe a suivi le voyage d'une boulette, de son arrivée discrète dans un conteneur portuaire, jusqu'en dans nos rues. Regardez. Là, je sens qu'elle est grasse quand même. Voilà, j'ai un petit peu d'habitude, donc en la travaillant, on sent qu'elle est assez grasse. C'est pas quelque chose de tout sec. Après, ce qui fait aussi un petit peu comme un bon vin, il y a la façon de la faire, le raffinage, qui donne un goût un petit peu différent à la cocaïne. Marc est un consommateur exigeant. 1 à 2 fois par mois, il aime se faire un sniff entre amis. Dans la Blanche-Helvétie, ils sont toujours plus nombreux, les adeptes de la cocaïne, une drogue dure, illégale et nocive. Ça me fait danser, ça me fait rigoler. Ça me permet d'être plus, plus léger, plus... Je fais la fête, comme boire un bon champagne, comme boire un bon whisky, voilà. C'est une drogue qui est de plus en plus à la mode et c'est vrai qu'on trouve maintenant dans beaucoup de clubs, dans beaucoup de boîtes de nuit. Il peut m'arriver dans une soirée, peut-être d'en avoir envie à l'extérieur. Et là, en général, je connais plus ou moins les gens qui sont susceptibles d'en avoir. C'est un produit qui s'est démocratisé parce qu'il est de moins en moins cher. On y a de plus en plus accès. Dangereusement banalisé, c'est près de 8 tonnes de poudre consommée chaque année. La Suisse, supermarché de la cocaïne. De Genève à Zurich, la Suisse est un des pays les plus coquets du monde. Submergée par une cocaïne bon marché, elle est devenue un produit de grande consommation distribué par des filières criminelles. Un constat alarmant alors que la lutte anti-drogue est menée avec acharnement. Pour le comprendre, il faut se plonger dans cette économie de la cocaïne où les réseaux nigérians règnent en maître dans les rues. L'offre est sans limite, les vendeurs sont partout. Le marché est super compétitif, les prix ont chuté, il y a trop de vendeurs. Tous les noirs dans la rue, ils vendent de la drogue. Quand on arrive en Suisse, on n'a pas le droit de travailler. Il faut bien survivre. En quête d'une vie meilleure, John a dû se contraindre lui aussi à vendre. Ce Nigérian a fait de la prison. La cocaïne, il connaît mais reste vague sur ses activités. Pour lui, la Suisse est un pays riche de consommateurs. La plupart des clients sont blancs. Quand tu marches dans la rue, tu peux reconnaître les drogués. Et ils font comme cela avec la tête. Car ce n'est pas marqué sur leur visage qu'ils consomment. Les Suisses ont de l'argent. Même les toxicos ont de l'argent. Certains d'entre eux sont des avocats, des docteurs, des banquiers. Tout le monde achète. Près de 5% des Suisses consomment, accro à une drogue au parfum glamour, devenue tellement ordinaire et facile d'accès. Comme les autres, Sophie se laisse piéger. Un sniff offert en soirée et puis c'est l'addiction. Le feu, il a vraiment pris complètement le jour où j'ai trouvé un dealer dans la rue, où j'ai pu avoir un numéro de téléphone, où j'ai pu appeler à n'importe quel moment une personne qui vient vous livrer à la maison ou en bas du travail. Sophie incarne cette masse de clients captifs d'un produit toxique. En 7 ans de consommation, cette cadre d'une grande banque qui perd son travail et sa santé. Je pouvais même plus me lever le matin pour travailler. J'arrivais même plus à voir les chiffres sur mon écran. C'est-à-dire que les zéros, je devais les compter
avec les doigts. Il y avait une souffrance physique incommensurable. J'avais des douleurs au nez, aux dents. J'avais des problèmes psychiques, c'est-à-dire que j'entendais les radiateurs parler. Et le côté financier, c'est-à-dire que je vivais sur le mois prochain, donc je tirais sur ma carte de crédit du mois prochain. Et c'est vrai que c'était à peu près 400 francs par jour à la fin. C'était ingérable, parce que j'avais plus de sous. Pour Sophie, cette descente en enfer se termine en clinique, sauvée de peu. Mais déjà d'autres clients ont pris sa place, la demande explose. Pour les vendeurs, une machine à fric irrésistible. Sur la table, du lactose acheté en pharmacie pour un cours d'économie de la cocaïne. Tout repose sur un principe, la boulette. De 0,2 à 1 gramme, la boulette est une arnaque où la cocaïne est coupée avec du sucre ou pire, des médicaments frelatés. Plus tu fais petit, plus tu gagnes de l'argent. Tu fais 70 boulettes avec 15 grammes. Tu les vends 20 francs pièce, ce qui rapporte 1400 francs. Tu rembourses l'investissement 700 et tu gagnes 700 francs. Combien tu te fais en une journée? Si tu vends 4 boulettes dans la journée, tu te fais 100 francs. Tu vois? Tu la mets dans la bouche. Il faut la mettre sous la langue. Tu fermes avec la langue. Tu en mets 5. Certains même en mettent 7. Ici ou ici. Pour faire un maximum d'argent. Tu en mets autant que possible. Quand tu vois la police, tu parles. Tu parles facile. La police va te demander d'ouvrir la bouche et faire ainsi. Mais tu caches avec la langue. Mais maintenant, la police connaît le truc. Donc, dès que la police nous tombe dessus, on les avale. La boulette de John, c'est ce que chasse la dizaine d'agents du groupe antidrogue Celtus. Des policiers envoyés en première ligne, en guerre face à la centaine de dealers rien qu'à Lausanne. Leur mission, casser la vente au grand jour et limiter autant que possible l'avalanche de cocaïne dans les rues. C'est pas pour toi, Bigot. Au revoir. Je vais vous dire s'il y a quelque chose. Ça monte la borde. Donc c'est un Africain avec une veste noire, pantalon de jeans clair. Quand t'arrives à rester derrière le black, tu vas puis essayer de récupérer la boulette. Stop, 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 stop. Give your hand. Donne les mains. Give your hand. C'est qui va encore nous aider là. Viens nous aider parce que... Oh merde. Prenez les mains, moi je dis. Donc là, on a vu une prise de contact entre 3 toxicomanes et puis un Africain. Ils sont suivis de des WC publics. Il y a eu une transaction qu'on n'a pas pu voir. On a pu interpeller que l'un des toxicomanes. Et puis l'Africain, quand on a voulu l'interpeller, ben, il a pris la fuite. De la main, d'ailleurs, il avait une 50aine de francs en monnaie. Donc ça prouve qu'il a vendu des boulettes. Et le toxicomane, là, ben, il vient de le reconnaître formellement sur la rue. Ça, je pense que c'est l'argent de la transaction. Ouais. Avec quelques boulettes, il risque 30 jours de prison, mais d'autres prendront sa place. À la fois coupables, mais aussi victimes du marché de la cocaïne, les vendeurs de rue sont les gagne petits d'une industrie qui se nourrit de la précarité de leur vie. Ah, il y a du deal, hélas, 24 heures sur 24, c'est clair. Ça n'arrête pas à toute heure du jour et de la nuit, on va dire. Mais c'est presque plus facile qu'obtenir de l'alcool ou autre chose, non? Ah, c'est clair que c'est devenu accessible, la cocaïne, hélas. C'est banalisé en plus. Donc, la boulette, là, elle était vendue 20 francs, hein, en l'occurrence, donc c'est vraiment très bas comme prix. C'est les mêmes prix que l'herbe maintenant. C'est vrai que ça fait souci, mais voilà. Comme un jour sans fin, les policiers répètent inlassablement ces opérations. Contenir le marché sans pouvoir le briser. À chaque fois, les vendeurs sont remplacés et la cocaïne arrive toujours par kilo. Derrière cette boulette insaisissable, c'est une industrie puissante qui fournit les petits dealers. Afin de stopper cette économie qui pèse plus d'1 milliard de francs suisses,
il est nécessaire de remonter à la source. Pour cela, il faut quitter la rue direction l'université de Lausanne. Nous allons faire analyser la boulette saisie par la police pour identifier les filières d'acheminement de la cocaïne. Voilà. Alors, c'est cette boulette. Qu'est-ce qu'on a dedans? Et on a de la cocaïne à 27%. Typiquement de cocaïne de rue, à peu près 30%, coupée avec énormément de phénacétine. C'est une substance qui a des caractéristiques physiques très proches de la cocaïne, donc pour la mélanger, c'est idéal. Et puis on suppose que le fait est de combiner la phénacétine avec la cocaïne, ça augmente encore les effets de la cocaïne. Rien de rassurant dans ces résultats. La phénacétine est un médicament interdit en Europe, presque plus dangereux et toxique que la cocaïne pure. Ces tests montrent également le portrait robot de notre boulette et la filière d'acheminement. Dans la cocaïne, on va analyser ce qui provient de la plante en elle-même, donc comment est-ce que d'où elle provient, comment est-ce qu'elle a été extraite, comment est-ce qu'elle a été finalement préparée. Et ces éléments-là vont nous permettre d'extraire un profil chimique qui va nous permettre finalement de pouvoir dire que deux saisies ont exactement le même profil, donc potentiellement elles proviennent d'un même lot, si on peut dire ça comme ça. Et c'est pour ça que par exemple la boulette que l'on a ici, on peut la relier au réseau cadeau par rapport à la matière première qui a été utilisée. Les tests sont formels, notre boulette est issue du réseau cadeau, nom de code d'une filière nigériane bien connue des policiers romans. La brigade des stupéfiants de Lausanne a réussi à frapper durement la structure cadeau. 24 personnes interpellées, des dizaines de kilos saisis. Mais la lutte est inégale, la filière brasse des millions. Un an après ces arrestations, la drogue circule encore. Pour le ministère public vaudois, c'est près de 30% du marché roman qui est contrôlé par le réseau cadeau et ses nouvelles ramifications. Cette affaire a permis de mettre en évidence des relations qu'on ignorait jusqu'alors. On avait des interpellations, des saisies de drogue qui avaient eu lieu durant les années précédentes, mais qui avaient toutes été considérées isolément. Et cette affaire a permis de mettre tous ces événements en relation et de découvrir qu'on avait en fait affaire à une organisation extrêmement structurée, extrêmement organisée, qui faisait acheminer des kilos de cocaïne dans plusieurs villes de Suisse chaque semaine. Stéphane, inspecteur à la police lausannoise, nous emmène sur les traces de l'affaire cadeau. Tout a débuté avec l'arrestation d'un grossiste dans son appartement, un petit patron qui importe la cocaïne pour la revendre aux dealers de boulettes. C'est ce type d'immeuble où on a placé notre première surveillance pour l'opération cadeau. Ils affectionnent un peu ce genre de quartier populaire où ils peuvent se fondre un peu dans la masse, ils ne sont pas non plus très loin de l'hypercentre. Et puis donc il est clair qu'ils occupent des appartements clandestins à l'intérieur de ces immeubles. Et puis là, ils sont tranquilles pour préparer la drogue. Dans chaque ville suisse, une poignée de grossistes. Avec cadeau, ces grossistes sont tombés à cause d'un homme de main, le livreur de la cocaïne au volant de son camping-car. On a décidé de l'interpeller sur l'autoroute alors qu'il cheminait en direction de Lausanne. Donc on est tombé sur ce brave monsieur de 62 ans, donc un blanc. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que la drogue, on peut s'imaginer comme dans les films qu'elle était peut-être cachée dans le phare ou je ne sais quoi, mais elle était simplement posée dans une valise sur son lit du camping-car, donc il ne se posait pas trop de questions. Il suffisait d'ouvrir la valise pour avoir accès à la drogue. Pendant 4 ans, tous les samedis, ce transporteur acheminait près de 5 kilos depuis la Hollande. Dans cette filière nigériane, pas de parrain de la drogue en Suisse. Uniquement des grossistes indépendants qui se fournissaient en cocaïne, tous au même endroit. Un dealer de rue qui vend quelques boulettes en rue, lui doit se fournir auprès de grossistes. Donc il va lui commander de la marchandise. Le grossiste nigérian qui est établi en Suisse, lui, pour avoir de la marchandise, il doit avoir contact avec un fournisseur en Hollande, dans le cadre de ces structures-là. Donc le fournisseur qui est en Hollande, lui, après, lui, fait aussi une commande on ne sait pas si c'est en Amérique du Sud ou bien au Nigeria.
D'où vient la drogue du réseau Cadeau? La réponse se trouve hors des frontières suisses. Selon les enquêteurs, la cocaïne retrouvée dans notre boulette a transité par le port de Rotterdam en Hollande, un des plus grands du monde. Ici, la drogue débarque par dizaines de tonnes chaque année. Ces containers viennent d'Amérique du Sud, où les cartels colombiens se font des millions en revendant et en expédiant leur drogue en Europe à des mafias locales, comme le réseau Cadeau. Stopper ce flot de cocaïne, un défi impossible pour les agents d'Europol, la centrale des polices européennes. Près de 80% de la cocaïne est transportée par container en Europe. Les trafiquants ont toujours un coup d'avance sur la police. Ils utilisent des compagnies légales afin de profiter des transports de marchandises normales pour y dissimuler de la cocaïne dans les containers à destination de l'Europe. Ils construisent également de toutes pièces des entreprises fictives afin de camoufler ces actions illégales. Depuis quelques années, nous avons de nouvelles préoccupations. La cocaïne n'est plus importée uniquement sous forme de briques. Les trafiquants ont réussi à incorporer directement la cocaïne dans différents matériaux, dans du papier, du plastique, du bois. Une drogue qu'ils réussissent plus tard à extraire de ces matières. Tout ceci rend la détection difficile. C'est vraiment un défi de pouvoir les stopper. La lutte semble illusoire, d'autant plus que les douanes hollandaises sont ébranlées par un scandale. Malgré ces images de saisie records, une dizaine d'agents corrompus ont été mis en examen en 2015. Ils auraient aidé à faire passer des tonnes de drogue. Une fois débarquée, la cocaïne est coupée puis revendue au sein du réseau. À chaque étape, des millions de francs de bénéfices. La filière Cadeau a établi sa base au sud-est d'Amsterdam, dans un quartier avec une forte communauté du Nigeria. Tout est sous-traité, même l'organisation du transport. Plusieurs fournisseurs aux Pays-Bas s'entendent avec un organisateur qui, lui, est la clé, la tête de réseau. C'est un seul organisateur pour le cadre de l'opération Cadeau. Il est au Nigeria. Il contacte un transporteur, qui est celui qu'on a interpellé sur l'autoroute. Et puis ces transporteurs, cet Allemand-là, achemine la cocaïne depuis la Hollande jusqu'en Suisse. Nombre de sous-traitants sont en prison, mais l'homme clé, l'organisateur, est toujours actif. Et déjà, le réseau nigérian se redessine et la drogue continue d'inonder la Suisse. On aime bien imager notre travail par un arbre où on dit on coupe une branche. Après, il faut encore toucher le tronc, il faut toucher les racines. Mais la branche, entre-temps, elle va repousser parce que voilà, au niveau quantité d'argent, c'est énorme ce que ça rapporte et les gens ne vont pas s'arrêter pour ça, quoi. Il faut accepter ça, quoi. Mais nous, on l'accepte tous, quoi. Le but, c'est de démontrer que la police fait quelque chose et puis que même si c'est des gros réseaux, ils ne sont pas intouchables. Mais après, on sait très bien que derrière, ça va revenir. Je veux dire, ce serait utopique de penser que tout va se stopper et puis qu'il y aura plus de drogue dans les rues, quoi. À la gare de Vallorbe, les gardes frontières partent en opération sur l'axe ferroviaire Amsterdam-Paris-Lausanne. Monsieur, dame, bonsoir, douane suisse, veuillez présenter vos pièces d'identité, s'il vous plaît. On va faire un petit contrôle avec le chien, merci. Ultime barrage face au flux de cocaïne, les agents traquent les transporteurs, bien souvent des mules, des personnes qui ingèrent la drogue ou qui la dissimulent dans leur bagage. Le nombre de mules a augmenté. Par exemple, dans le TGV, avant, on aurait une personne chargée avec 1,5 kg. Et bien maintenant, on en a peut-être 4 ou 5 chargés avec 300 ou 400 grammes.
Et pour nous, c'est une difficulté parce qu'on a un manque de personnel pour intercepter toutes ces personnes qu'on voudrait bien contrôler. Qu'est-ce que vous avez comme bagage? J'ai là, ici, avec mon sac. Et puis le sac, voilà. Les deux sacs, c'est les deux les mêmes. C'est ça, ouais. Et tous ces sacs? Ouais, c'est sûr, je vais juste voir la famille pour l'instant. Ouais. Vous restez combien de jours? Je reste juste une semaine, après je rentre à la maison. Puis vous avez besoin de tous ces sacs pour une semaine? Bah, c'est juste le temps de venir voir les gens. Donc les deux là. Par contre, juste une chose, ils sont lourds, il y a quoi dans la nourriture? Non, c'est juste un peu à manger pour la famille. Ouais, d'accord. Vous êtes déjà venu à Lausanne, non? Bien sûr. D'accord, ok. Alors je vous laisse vous rasseoir. Ah oui. Alors celui-là, tu le quittes plus, d'accord? Et puis tu organises pour les sacs. Vous avez vu, là, 2 grands bagages. Pour nous, ça ne correspond pas au profil du voyageur qui vient une semaine. Avec une semaine, on ne se balade pas avec tout ça. Donc simplement à cause de ça, on va le prendre, on va le contrôler un peu plus approfondi au poste. Dans les bagages, première surprise, des produits cosmétiques par centaines, interdits à la vente en Suisse, mais pas seulement. Ça c'est quoi? C'est les médicaments. On appelle ça insuffisance du sang. C'est des médicaments. Des boulettes et une forte odeur d'excréments. Les agents font un test pour déceler d'éventuelles traces de cocaïne. Pendant ce temps, les douaniers font une autre découverte. Dissimulé au fond du sac, un lavement. Ainsi que la panoplie complète d'une mule professionnelle. Alors là, vous avez du lubrifiant, hein, et puis une quantité anormale de préservatifs. Là, on peut supposer que le lubrifiant, il sert à introduire quelque chose dans les cavités corporelles, et puis que les préservatifs servent d'emballage. Donc pour nous, ça veut dire qu'on doit aller un peu plus à fond avec le contrôle sur la personne. Et le résultat du test est positif. Il y a? Oui, dans le sac, analysé. Ça ressort cocaïne, caféine. D'accord. Et puis là, il a un lavement d'estomac. En plus Ouais. des... Alors, ça c'est clair, maintenant on a dit on va au CHUV, c'est clair. Direction l'hôpital où la mule va passer un IRM, unique moyen pour détecter d'éventuelles boulettes supplémentaires à l'intérieur de son corps. Pendant l'examen, je vais simplement vous demander de gonfler les poumons, stop, garder l'air, respirer normalement. Voilà. Moi je pense que c'en est. C'est vraiment 2 boulettes qui font 1 cm quoi. C'est vraiment un aspect de boule, des boulettes. quoi. C'est vraiment des boules quoi. On a déjà les 7 grammes qu'on a vu au poste tout à l'heure, les petites boules, et il semblerait, selon le scanner ici à l'hôpital, qu'il y en a encore 2 dans l'intestin grêle de la personne qu'on a interpellée. Un IRM, des heures supplémentaires et une dizaine d'agents mobilisés pour un bilan modeste. Ce soir, pas de saisie record, seulement quelques jours de prison et une dizaine de grammes de cocaïne. Là encore, les efforts des autorités semblent vains face à l'ampleur du trafic. À peine 5% de la cocaïne est saisie. Pour Olivier Guénia, spécialiste de la lutte antidrogue, impossible de stopper une telle économie. Aujourd'hui, on a plutôt une organisation avec une multitude de satellites qui sont indépendants les uns des cellules, qui sont indépendants les uns des autres. Peut-être avec des ramifications communes, mais sans le savoir. Et c'est ça qui nous met énormément en difficulté sur un plan répressif, parce qu'on n'arrive pas à atteindre la tête, il n'y a pas de tête. Et s'il y a une tête, des gens qui font énormément d'argent avec une organisation armée de type pyramidal, elle est à des milliers de kilomètres d'ici. Ici, on a juste une multitude d'opportunistes qui sont vraisemblablement plus ou moins professionnalisés selon leur capacité d'importation et de diffusion. Malgré les millions investis chaque année dans la répression, les réseaux perdurent et se réinventent. Le marché de la cocaïne est toujours aussi fort, avec près de 20 kilos consommés chaque jour en Suisse.
Maintenant, vouloir contrôler un marché de stupéfiants est juste illusoire. Donc on pourra montrer qu'on a une certaine efficacité, mais l'efficacité ne peut pas dépasser 10%. Donc il y a 90% qui restera toujours incontrôlable. Et quand on arrive à substituer un marché par un autre, c'est jamais par l'action répressive, ou très rarement, ou alors hyper momentanément. Tout de suite, le vide est comblé, mais de manière extrêmement rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a les accoutumés derrière. Donc ceux qui sont sous l'effet, qui ont besoin du produit, font un appel d'air qui est tout de suite efficace. Donc c'est une vis sans fin, en quelque sorte.